Bien, on va passer la parole enfin à Hervé Pasqua, membre du Centre de recherche en histoire des idées, département de philosophie, Université de Nice, Sophia Antipolis. Il effectue des recherches sur le néoplatonisme dans le cadre d'une vaste réflexion sur le rapport entre l'un et l'être. Ces études visent à dégager la perspective d'un être qui, au-delà de toute ontothéologie réduisant l'être à un étant, tiendrait le rôle que joue l'un dans la pensée d'inspiration néoplatonicienne. C'est pas simple, mais il va être très clair, vous allez voir, parce qu'il a un talent de pédagogue réel. Hervé Pasqua a enseigné à l'Université de Bourgogne et dirigé l'Institut catholique de Rennes, professeur invité de plusieurs universités en France et à l'étranger. Il a publié de nombreux articles et comptes rendus dans les revues de philosophie en France et à l'étranger, telles que la revue philosophique de Louvain, etc., dont des écrits importants, Introduction à la lecture de Être et Temps, par exemple, de Martin Heidegger, Pascal, penseur de la grâce, Qu'est-ce que le christianisme ? Manuel à l'usage de ceux qui respirent large. J'aime beaucoup ce titre. Bien, je passe la parole donc à Hervé Pasqua. Je suis très heureux de participer à ce colloque et je remercie beaucoup Madame Trojman de m'y avoir invité. On parlait de la déconstruction. Aujourd'hui, c'est nécessairement évoqué à celui qui est à l'origine de cette philosophie déconstructrice, de cette philosophie de la différence, à savoir le philosophe Martin Heidegger. Pour ce dernier, l'homme est devenu une chose indéfinissable, jetée dans le monde, un être là. La notion de nature humaine universellement valide pour tous les temps est remise profondément en question. L'être là, le Dasein, l'homme est un être sans signification, jeté dans le monde parce que sans essence, c'est-à-dire indéfinissable. Le définir, ce serait pour Heidegger, comme pour Sartre plus tard, l'encorseter dans une définition définitive qui serait destructrice de sa liberté. Il n'est donc pas question de définition de l'homme ou d'une essence, mais d'une existence. Il faut prendre le mot dans son sens étymologique de sortie de soi, de devenir un autre, d'indifférer, d'être jeté, exclu. Donc toute forme d'identité est exclue. Il n'y a pas de nature humaine, il n'y a plus, comme dira Albert Camus, qu'une aventure. Ou pour Sartre, l'homme ne sera plus qu'un projet jeté en avant de lui-même. Il n'y a plus personne, ni rien à comprendre, il n'y a plus qu'à attendre. Attendre quoi ? Que cela advienne. Sans savoir quoi, ou surgisse comme un événement imprévu dans un instant sans succession qui n'appartient pas au temps chronologique, mais s'ouvre sous nos pieds, si l'on veut, comme un gouffre à chaque pas. Voyez, on sort du temps chronologique de l'histoire. J'y reviendrai. Cette postérité heideggerienne remet profondément en question l'héritage qui, à vrai dire, ne sera pas surmonté avec l'histoire de la philosophie. Cela se vérifiera. Le philosophe Boès, Severinus Boëtius, mort en 524, a légué à la postérité la définition de l'homme comme une personne. L'homme se définit comme étant une substance individuelle de nature rationnelle. Nous reviendrons sur chacun de ces mots. Elle complète la définition de l'homme donnée par Aristote comme étant un animal rationnel, c'est-à-dire un être animé, un vivant, doué de raison, ce qui permet de définir ce qu'est l'homme, c'est-à-dire lui attribuer une essence, le mot essence venant de esse en latin qui signifie être. L'homme est ce qu'il est. Or, son essence n'est pas, diront
les métaphysiciens, et je ne vais pas insister là-dessus, n'est pas son être. Socrate, par exemple, n'est pas l'humanité. L'humanité n'est pas Socrate. Et nous revenons ici, nous évoquons ici le grand débat historique qui sera toujours d'actualité, qui est le débat entre Platon et Aristote. Sans une essence qui, pour Platon, est l'idée seule réellement réelle, l'homme ne serait rien. Sans une essence qui le révèle à lui-même comme ce qu'il est, l'homme, soumis aux vicissitudes de la vie, au devenir, est indéfinissable et dès lors disponible et manipulable à loisir. Il est réduit à un jeu de construction, à un concept, à une construction, précisément. La substance individuelle de nature rationnelle de Boès fait place à une relation. Nous verrons chacun de ces mots. La substance. La substance cesse d'être une substance pour devenir une relation qui n'a rien à relier. Nous verrons que la substance, c'est pour les anciens, la substance pour les anciens est réelle. La substance pour les modernes est conceptuelle. Nous verrons cela. La substance donc devient relation qui n'a rien à relier. L'individu cesse d'être indivisible, d'où vient le mot individu, indivis. Et à la nature se substitue la technique, c'est-à-dire une force de production. À la raison, enfin, à la raison se substitue une force de détermination contraignante. La raison définit, et elle contraint l'homme à être ce qu'il est, un animal raisonnable. L'homme anonyme, ici, se trouve en définitive soumis à un pouvoir qui revêt le sens d'une énergie aveugle et anonyme. Et nous verrons pour Heidegger que cette énergie aveugle et anonyme n'est autre chose que la force d'un néant qui néantise. Le Nichts, dit Heidegger, qui a fricoté avec le nazisme entre parenthèses. Platon avait identifié l'idée d'humanité à la réalité absolue, de sorte que la réalité de Socrate, la réalité individuelle de Socrate, est celle de l'homme en général, non l'individu en chair et en os, qui peut être livré à la mort, par conséquent, sans tenir compte de ce qu'il est réellement, cet individu Socrate. Puisque pour un Platon, la réalité de Socrate, c'est l'humanité, la pure réalité universelle et intelligible, dont les individus sensibles ne sont que l'ombre. Et nous savons que ce platonisme-là peut être mortifère et a pu avoir donné lieu au totalitarisme pour lesquels seul existe l'homme avec un grand H ou l'humanité comme une grande idée à laquelle on peut sacrifier gaiement les individus. Aristote a réagi en s'opposant à son maître. L'homme en général, dit-il, n'existe pas. Seul existe l'individu Socrate, en chair et en os, avec sa propre identité incommunicable. L'homme est un esprit donc incarné. Il est cet homme-ci, ce vivant doté de raison, Socrate, et non Aristote ni Platon. La réduction platonicienne de l'homme à son idée, l'humanité en général, se retrouve mutatis mutandis dans la définition moderne de l'homme au sujet pensant en général, au cogito. Ce qui est se réduit donc au concept, à sa représentation. Le concept en latin se dit conceptus et cela veut dire conçu. Ce qui est conçu, donc, c'est ce qui est représenté, ce qui est produit par l'intelligence. C'est une construction de l'esprit. Hegel en formulera la quintessence en ces termes: tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Le rejet des déconstructeurs, à la suite de Heidegger, de la définition de l'homme comme animal rationnel repose en vérité sur une illusion
sur un préjugé consistant à réduire toute métaphysique qu'il critique à la métaphysique du sujet, précisément, du cogito. Or, il y a, et je n'aurai pas le temps de le développer ici, mais je m'y référerai, une autre métaphysique que la métaphysique du sujet, du cogito, une métaphysique de l'être, du réel. Heidegger, en effet, remet en question le rationalisme moderne qui a réduit la raison à un usage exclusivement scientifique, à la force du calcul. Il faut se souvenir que Descartes est inspiré par Galilée, qui a mathématisé la physique et pensé, comme ce dernier, que la nature est écrite, je cite, dans le langage des mathématiques. Tout ce qui est réel est désormais rationnel au sens de mesurable, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une réalité qui échapperait au calcul, pour une réalité qui aurait ses raisons que la raison scientifique ne connaît pas, pour parler comme Pascal. Or, en rejetant la raison calculatrice, Heidegger et sa postérité jetaient le bébé avec l'eau du bain, car la raison ne se réduit pas au seul usage scientifique. Elle ne se réduit pas à calculer, à mesurer, c'est-à-dire à diviser et à multiplier. La réalité, en latin, la res, en son fond, échappe au calcul, à la mesure. Elle résiste, la res résiste à sa réduction au chiffre, qui vient du mot arabe zifr, qui signifie zéro. Donc, la res, la réalité, résiste à la réduction, à la quantification de l'homme. L'homme n'est pas un concept, pas plus que respirer n'est un mot. La vérité d'une chose est sa réalité, à laquelle l'intelligence se heurte nécessairement et de laquelle l'intelligence se nourrit. L'intelligence ne se nourrit pas de ce qu'elle construit, elle se nourrit de ce qu'elle appréhende comme étant, indépendamment d'elle, une réalité dont le mystère de la présence est le ressort de l'interrogation métaphysique. D'où la définition classique de la vérité comme étant l'accord de l'intelligence avec la chose, adequatio rei et intellectus. Elle est très actuelle aussi au Moyen-Âge, dans la tradition aristotélicienne. Donc ici, nous voyons la réalité voler en éclats. Tout se fragmente et se divise sans retour. Tout apparaît en disparaissant, surgit en s'évanouissant. Et c'est ici que se noue la philosophie de la déconstruction. La pensée post-heideggerienne, en effet, est représentée par ces philosophes de la déconstruction que sont Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, pour ne citer qu'eux. Leur pensée se caractérise par la tentative d'une déconstruction du réel réduit au rationnel. Et donc, ils finissent malheureusement par rejeter et la raison et le réel. L'un des auteurs emblématiques de ce courant, qu'il s'agit de connaître afin justement de le dépasser, est Gilles Deleuze. Sa pensée, et je ne pourrai pas m'attarder donc sur la pensée de Jacques Derrida ou de Foucault, je ne citerai que Deleuze, qui est suffisamment emblématique pour comprendre ce qu'est la philosophie de la déconstruction dominante aujourd'hui, encore. Sa pensée est une pensée de l'entre-deux, c'est-à-dire ne croyant ni au moi, au je pensant, ni au monde, à la réalité telle qu'elle est donnée, puisque tout est construit. Et il s'agira de déconstruire justement ce jeu et ce monde, qui, à ses yeux, ne sont qu'une construction de l'esprit. Et de ce point de vue, il y a ici un fondement qui justifie la philosophie de la déconstruction dans la mesure où elle est la déconstruction d'une philosophie du sujet, du cogito moderne. Il faut se souvenir de cela. Donc, sa pensée reste donc suspendue dans le vide, sans rien à relier, ni l'intelligence, ni le réel. Tout se divise et se sépare de tout.
Il part du jeu fêlé. Ouais. Je n'ai personne. Il cesse, je le cite, d'être un individu, c'est-à-dire indivisible. Il n'y a que division et altération constante. Ouais. Seul règne l'éternel retour de l'autre. Il s'inspire ici de Nietzsche aussi, mais je n'ai pas le temps de développer tout cela. L'infini dépliement d'une ligne de fuite qui se perd dans l'inconnu, dans tous les sens. Il parle du rhizome, racine dans la pomme de terre, à vrai dire, sans forme, c'est-à-dire un objet sans forme, la pomme de terre. Et les rhizomes sont donc ces racines qui partent dans tous les sens. Donc l'infini dépliement d'une ligne qui part dans tous les sens et qui se perd dans l'inconnu, dans l'inconnaissable, comme le visage se perd dans un jeu de miroir, n'est-ce pas, ou de miroir en miroir, le visage qui se reflète finit par s'effacer. De même donc que le jeu n'est rien, de même le monde n'est rien. Il parle non plus d'un cosmos ordonné, mais d'un chaos, d'un chaosmos, d'un chaos, n'est-ce pas, d'un monde inintelligible. Donc, c'est très important de bien saisir tout cela, parce qu'il n'y a plus que prolifération, juxtaposition, disjonction d'images, division à l'infini. Aristote avait déjà prévu que cette division à l'infini, il faut y mettre un terme. Ananke stenai, non ? Aristote dit, n'est-ce pas, qu'il faut s'arrêter dans l'acte de diviser, comme faisait Platon d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que cette division remet profondément en question l'unité. L'unité, c'est l'indivisibilité. Mais l'unité n'est pas l'indivisibilité en soi que remet justement en question la philosophie des destructeurs. C'est l'unité de l'être, l'unité de la réalité. Le réel, à un certain moment, résiste à la division. Et c'est ce que Aristote appelle la substance et sur laquelle Poès s'appuie pour définir ce qu'est une personne, une perséouna, ce qui est par soi une unité. Alors que pour Deleuze et les déconstructeurs, le visage de l'homme se déconstruit, se décompose, comme les visages de Picasso sont déconstruits, et l'unité est perdue. Toute la pensée des déconstructeurs consiste à montrer comment tout se divise, comment frayer des connexions entre ceux qui se séparent, comment tracer des sillons nouveaux pour que rien jamais ne se referme sur soi. Il y a donc des développements sans fin, faits de bifurcations, de zigzags, mais il n'y a jamais d'unité, il n'y a jamais d'identité, il n'y a pas de référence à la res qui résiste à la division. Il n'y a plus de substance, il n'y a donc plus personne, comme dans les pièces de Beckett. Il n'y a plus personne, parce que tout se divise sans cesse. Il faut bien percevoir ce fond de la pensée des déconstructeurs. Ainsi, l'univers qui se déploie est un univers sans unité, sans identité, où rien n'est jamais le même. C'est un plurivers, si vous voulez, qui est une pure multiplicité. Les philosophes de la déconstruction sont des philosophes de la multiplicité, et non de l'unité. On pourrait dire de l'unité perdue. Mais pourquoi ne sont-ils pas des philosophes de l'unité ? Parce qu'ils rejettent l'unité comme étant une totalité. Pourquoi l'unité est à leurs yeux une totalité ? Parce que c'est la totalité de la représentation du cogito qui réduit tout à ce qu'il pense. Je pense donc, je suis, réduit toute la réalité à ce qui est pensé. Il n'y a rien en dehors de la pensée. Et donc Descartes va se payer le ridicule dans ses méditations métaphysiques de devoir prouver l'existence des choses. Descartes est obligé de prouver, de démontrer l'existence de ce qui existe, parce qu'il s'est enfermé dès le départ dans la pensée, une pensée systémique, une pensée qui se replie sur elle-même, qui fait que tout est pensé. Or, c'est cette totalité et cette pensée totalitaire que la philosophie de la déconstruction remet en question, mais elle remet cette philosophie, cette pensée en question, au risque elle-même de se perdre
parce que, en rejetant toute forme d'unité, elle rejette aussi l'unité de l'être, de la réalité. L'être, c'est ce qui est donné, ce n'est pas ce qui est construit. Comme vous le voyez, donc ici, il n'y a plus de succession chronologique d'un passé, d'un présent, d'un avenir. Il n'y a qu'un instant qui est un abîme qui s'ouvre sous nos pieds, hein, qui est un recommencement absolu, et qui est toujours recommencé. Il y a une disparition sans fin de ce qui apparaît, un évanouissement de ce qui surgit, de telle manière qu'il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Donc s'il est vrai qu'il n'y a plus de nature humaine, en effet, le jeu peut tout devenir. Et si le monde n'a pas de sens, toute question sur le sens s'effondre. Le monde lui-même s'effondre sur lui-même. Le sujet pensant se dissout, emporté par un devenir fou, où toute identité se perd au profit d'une altérité qui est une aliénation. Ainsi, comme vous le voyez, Gilles Deleuze, représentant des philosophes de la déconstruction, négateur du moi, prêche la désindividualisation par la multiplication, par la multiplicité chaotique et subversive. C'est un flux constant, allant dans tous les sens. Et donc, on le voit, la pensée de Gilles Deleuze est une non-pensée. Dans son œuvre posthume, L'homme dévasté, Jean-François Mattei s'est heurté à la pensée des déconstructeurs en analysant la pensée justement de Gilles Deleuze, de Derrida, de Foucault. Il désigne ces derniers comme les grandes figures de la barbarie, je cite, de même que Pierre Magnard, notre grand universitaire français, les appelait les cavaliers noirs de l'Apocalypse. Il avait étudié avec eux, il connaissait personnellement Deleuze, Derrida et compagnie. Il voit en eux les déconstructeurs du sens, de la transcendance, de l'humanisme, de la culture de l'Occident. Le diagnostic est sans appel. La déconstruction est une entreprise barbare, dit Mattei. Ce que j'appelle du nom de barbarie, écrit-il, c'est la dissolution de l'homme dans cette logique dévastatrice. Il s'agit d'une dévastation métaphysique. Elle réside dans le projet d'éliminer le sujet autonome, considéré comme une illusion, pour laisser place à un individu anonyme, privé de centre de gravité. Fin de citation. Les déconstructeurs éteignent les étoiles et plongent le monde et l'homme dans un désastre nocturne, une nuit sans étoiles, sans astres. Jean-François Mattei soutient qu'un astre brille encore dans la nuit. Le réel résiste à la déconstruction et à toute tentative de simulation. On entend dans son œuvre le cri camusien de l'homme révolté face à cette tentative de destruction. Ce cri résonne dans son œuvre comme une revendication de l'âme indignée, comme l'exigence d'un retour au réel et un appel de la pensée de midi, pour reprendre l'expression de Camus. À la déconstruction, Jean-François Mattei oppose l'édification architectonique, c'est-à-dire ordonnée du monde, dans le sens d'une verticalité, d'un ordre, d'un équilibre, d'une harmonie qui résiste à l'abaissement, à la dissolution de l'homme, à la guerre, finalement, pour s'élever à la hauteur d'une idée, je cite, l'idée de vérité, l'idée de justice ou l'idée de bien. L'œuvre mattéenne s'inscrit donc dans la tradition métaphysique qui, de Platon et Aristote à Heidegger, s'interroge sur la pensée de l'être et du bien comme le fondement du réel. Mattei fait face à ces nouveaux sophistes que sont les déconstructeurs. L'histoire de la pensée n'a peut-être jamais été autre chose qu'une remise en question du pouvoir des sophistes pour recommencer à penser vraiment. Je vous remercie.